Et je poursuis sur les cibles en immigration avec nos journalistes, Joël Denis, Catherine et Yves. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, Bonsoir. On vient d'entendre la ministre du Québec, Joël Denis. Est-ce qu'Ottawa aurait dû attendre de connaître les cibles du Québec avant de dévoiler les siennes? En fait, il y aurait eu, je pense, avantage si les deux gouvernements s'étaient davantage parlé. Je pense qu'ils se sont parlé au niveau des fonctionnaires. Mais au niveau des ministres, il n'y a pas eu de communication parce que Mme Fréchette affirme haut et fort qu'elle n'a pas eu de communication avec M. Melleux. M. Melleux prétend le contraire, sauf que je pense qu'il parle des fonctionnaires qui se parlent d'une capitale à l'autre, mais c'est pas au niveau des ministres. Et la direction que donnent les ministres, souvent, peut être un peu plus forte que celle qui est donnée par les fonctionnaires, d'où, je pense, la confusion qui règne entre les cibles d'Ottawa et les cibles de Québec. Oui. Le Bloc québécois a déposé une motion commune pour forcer Ottawa, finalement, à consulter Québec avant de consulter les provinces, je devrais dire, avant de fixer ses cibles. Motion qui a été adoptée à l'unanimité. Donc, les libéraux, Catherine, ont voté en faveur. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien, en fait, M. Blanchet avait été très clair. Là. Il disait que c'était une motion que tout le monde pouvait appuyer. Faut le dire, une motion, c'est pas contraignant de toute manière. Et c'était une motion, somme toute, là, assez... que tout le monde pouvait appuyer. Dans le fond, c'est qu'on veut consulter les provinces, on veut s'assurer que tout le monde soit à bord avant d'annoncer les cibles pour une immigration réussie. Donc, on n'est pas en train de demander de diminuer le chiffre, diminuer l'immigration, quoi que ce soit. Alors, tout le monde, là, M. Blanchet a sa propre interprétation, visiblement les libéraux aussi, mais quand même, là, on voit vraiment qu'il y a... C'est un dialogue de sourds actuellement, je pense, entre les deux paliers de gouvernement. Personne dit la même chose et M. Blanchet, ce qu'il en pense, c'est que, le chiffre final pourrait changer. Puis ça reste à voir. M. Miller a quand même été très clair sur le fait que c'était 500 000 quand même et qu'on allait, ça allait être un plateau. Mais voilà, donc tout le monde en prend un peu ce qu'il veut. Puis j'ai l'impression que ça va revenir. M. Blanchet va utiliser cette motion là, à l'avenir pour son argument politique. Yves, les conservateurs se sont fait plutôt discrets sur ces nouvelles cibles. Comment vous interprétez le silence des conservateurs sur cette question? Vous savez, Esther, il y a des dossiers qui sont gagnants-gagnants pour les conservateurs et je donne pour exemple le dossier de l'inflation. C'est facile de mettre tous les péchés du monde sur le dos de Justin Trudeau. Il y a des dossiers qui sont perdants et je crois que l'immigration peut être un de ces dossiers parce que si tu es en faveur d'une diminution d'immigration, tu peux te mettre à dos, par exemple, des employeurs qui recherchent de la main-d'œuvre, tu peux te mettre à dos des communautés culturelles dont le vote est essentiel pour l'élection d'un gouvernement. Et si on est pour l'augmentation des seuils d'immigration, ben là, on peut se mettre à dos une partie de l'électorat qui pense notamment que la crise du logement est due en partie au trop grand nombre d'immigrants qui arrivent au pays. Alors, honnêtement, je comprends très bien le fait qu'ils veulent garder profil bas dans ce dossier et laisser le gouvernement se dépêtrer avec ses problèmes. Silence radio. Revenons sur le recul partiel sur la taxe carbone. Il y a eu des suites cette semaine, des effets. Joël Denis, c'est la première fois qu'on s'en parle. Est-ce que ça vous paraît une décision improvisée? Oui. Je pense qu'on a improvisé en ce sens qu'on n'a pas évalué toutes les conséquences politiques de cette mesure. On l'a vu, des ministres, d'anciens ministres du gouvernement de Justin Trudeau réclament à ce que le premier ministre revienne sur cette décision. Catherine McKenna, qui est, je pense, on peut dire, la marraine de cette mesure de tarification du carbone. Et ça a provoqué le bordel politique, si vous me passez l'expression, à travers le pays. Tu as un gouvernement de la Saskatchewan qui menace de ne plus percevoir la taxe sur le carbone sur le gaz naturel. Tu as le gouvernement de l'Alberta qui menace de poursuivre le gouvernement devant les tribunaux pour discrimination. Tu as des gouvernements néo-démocrates qui réclament le même traitement qui est accordé essentiellement aux résidents des provinces atlantiques. Donc, c'est un peu le chaos qui a été semé et M. Trudeau tente de s'en dépêtrer avec beaucoup de la difficulté. Et là-dessus, je crois qu'il faut souligner l'art de Pierre Poilievre de récupérer ses balles au bon pour marquer des points politiques. Il le fait cette semaine, il va encore le faire la semaine prochaine parce qu'il y a une motion qui s'en vient qui va demander à ce que tous les types de chauffage soient exemptés de la taxe carbone. Et donc, ça va forcer les libéraux à se prononcer. Et ça risque de mettre le Parti libéral et le NPD aussi dans la baraque qui joue l'allié fidèle des libéraux depuis quelque temps.
Catherine, est-ce que M. Trudeau s'est acheté du trouble, comme on dit? Oh, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est une décision qui a été bien accueillie dans le caucus atlantique. D'ailleurs, je parlais même au député libéral Ken McDonald, qui a voté quand même 2 fois contre son parti pour abolir la taxe sur le carbone, qui disait, même lui, il était très content avec les mesures qui ont été annoncées. Mais ceci dit, effectivement, ça ouvre une boîte de Pandore, là, comme Joël Denis décrivait. Tout le monde a différentes demandes. Là, bon, il va y avoir le vote la semaine prochaine sur la motion de Pierre Poilievre. Les libéraux vont devoir, peut-être qu'on verra d'autres libéraux justement appuyer cette mesure des conservateurs et voilà, ça va en fait créer encore plus de troubles pour Justin Trudeau. Mais le NPD aussi qui revient à la charge avec sa demande finalement d'abolir la TPS sur toutes les formes de chauffage. Donc là, finalement, tout le monde tente d'amener sa propre mesure là, puis de marquer des points politiques dans ce dossier-là. Yves, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de ce dossier, j'allais dire, de cette crise par les libéraux? Oui. Vous savez, quand on dit qu'on est pour l'environnement, on adopte des grands principes et on s'y tient contre vents et marées. Or, cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Au premier petit coup de vent, le château de cartes s'est écroulé. Et là, Justin Trudeau a démontré toute la vulnérabilité de son gouvernement. Et les gens, comme le disait Catherine, se mettent en ligne avec leurs demandes depuis la semaine dernière. Alors, et ça, c'est sans compter que les véritables environnementalistes qu'il y a dans ce gouvernement sont en furie, ne le disent pas ouvertement encore, mais sont en furie. Alors, la décision a été mauvaise sur toute la ligne. Qu'on regarde ça de toutes les façons possibles, ça a été une très mauvaise décision de Justin Trudeau. Et pendant ce temps-là, justement, il y a des appels à la démission pour M. Trudeau. Il y a le sénateur Percy Down qui dit que c'est le temps pour lui de laisser sa place. Yves, je reste avec vous. Est-ce que la pression va devenir de plus en plus forte sur Justin Trudeau, vous pensez? Oui et non, parce que oui, la pression va être là. Il devra faire son lit assez rapidement. Mais en même temps, il y a les libéraux pragmatiques qui, eux, se disent, s'il n'est pas là, qui va y être? Et, on a entendu des noms, Chrystia Freeland, Mark Carney. On ne parle pas de gens avec un charisme à nous jeter par terre. Et les libéraux pragmatiques savent très bien que, pour l'instant, il n'y a personne d'autre que Justin Trudeau qui peut porter le ballon pour une élection générale. Alors, j'ai l'impression que c'est la marque libérale qu'ils devront rehausser. Et plusieurs libéraux pensent que si l'inflation ralentit, si les taux d'intérêt commencent à baisser, il y aura peut-être une éclaircie et peut-être que la marque libérale va regagner un peu de lustre. Mais on n'est pas dans un beau moment là, pour les libéraux. Ouais. Je vais terminer avec les funérailles de Monique Bégin qui sont célébrées ce soir. Évidemment, Madame Bégin, aucun lien de parenté avec moi, je le précise. C'est une pionnière à la Chambre des communes. Joël Denis, parlez-nous de l'héritage de cette femme. L'héritage le plus important, évidemment, c'est la loi sur la santé, qui a été une loi qui a été à laquelle on a beaucoup fait référence quand on veut parler du système de santé canadien, qui garantit 5 conditions, l'universalité, la portabilité, et le service public là-dedans. Et pour elle, ça, c'est un élément qui est important. Il y a aussi le fait que, quand elle a été élue pour la première fois dans les années 70, il y avait seulement 5 femmes et 200 hommes. Donc, elle était dans un milieu masculin et elle était évidemment réputée comme étant une féministe. Si on faisait la liste des grands bâtisseurs avec le E, bâtisseur E au féminin, elle ferait partie de des 20 grandes femmes qui ont contribué à l'édification du Canada, évidemment, à Monique Bégin. Donc, je trouve que c'est bien qu'on honore sa mémoire et on devrait peut-être enseigner un peu plus son héritage dans les livres d'histoire du pays. Joël Denis, Catherine, Yves, merci beaucoup. Merci. Merci, Esther. Au revoir.